Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, docteur Garcia. Bonsoir. Merci d'être là ce soir avec nous. Alors, je vais faire une petite introduction, puis après, on va passer au sujet qui nous intéresse. Donc d'abord, bienvenue à tous, bienvenue à cette plateforme Mes réponses sur la fertilité et à la Société européenne de fertilité. Pour présenter un tout petit peu ce que c'est que la Société européenne de fertilité, c'est un organisme en fait qui a pour objectif de soutenir, de sensibiliser et d'éduquer les patients, les couples, les femmes qui doivent passer par la PMA pour pouvoir fonder leur famille. Et donc l'objectif de la Société européenne de fertilité, c'est d'inviter les meilleurs experts pour vous donner l'information nécessaire pour pouvoir prendre des décisions éclairées pour mettre en marche votre désir d'enfant. Voilà, donc ce soir, nous allons aborder le sujet de l'endométriose, des fibromes et de la FIV. Et l'idée, c'est un petit peu de comprendre les sources de ces problèmes et surtout les solutions qu'on peut explorer en termes de fertilité. Et pour parler de ce sujet, nous avons donc le docteur Garcia, qui est directrice médicale de la clinique Tambre à Madrid. Enchantée. Merci, docteur, d'être là. Je vais vous expliquer très rapidement comment ça va se dérouler. Et après, je vais laisser la parole au docteur Garcia. Donc, docteur Garcia va faire une présentation sur le sujet. Pendant la présentation, surtout, n'hésitez pas à écrire vos questions en bas à droite dans le chat. Et à la fin de la présentation, on prendra le temps nécessaire pour répondre à toutes vos questions. Donc surtout, n'hésitez pas à poser vos questions sur le sujet et sur votre situation personnelle aussi peut-être. Et on prendra vraiment le temps de répondre à toutes ces questions à la fin. Le webinaire est enregistré de manière à pouvoir être disponible en replay dès demain sur la plateforme des réponses de la fertilité. Mais sachez que votre anonymat est respecté à tout moment et que vos noms n'apparaîtront pas même si vous posez des questions. Voilà. Et dernière petite chose, juste ces webinaires sont rendus possibles grâce à la collaboration avec ClickMeeting. Voilà, donc je vais laisser la parole au docteur Garcia, donc il va nous parler d'endométriose et de fibrome. Et je vais me déconnecter, mais je suis toujours derrière si jamais il y a un problème technique ou quoi que ce soit. On va lancer la présentation et je reviendrai après la présentation pour les questions. Merci. Alors, voilà. C'est à vous. Très bien. Donc, on va commencer et on va donc parler aujourd'hui de l'endométriose et fibrome. Et ça, comment on peut impacter sur notre traitement de FIV. Donc, on va parler premièrement de qu'est-ce que c'est l'endométriose et les fibromes, comment on peut diagnostiquer ça, comment l'endométriose peut affecter notre fertilité, les options de traitement et les conclusions. Donc, qu'est-ce que c'est l'endométriose? C'est un tissu endométrial, donc le tissu endométrial qui se développe dans les autres endroits qui ne sont pas donc la ligne endométriale, la cavité, qui se développe normalement sur les ovaires, mais aussi peut se développer sur les trompes, les intestins, aussi dans les parois de l'utérus, et on parle d'adénomiose. Et les fibromes, c'est tissu musculaire utérin qui se développe et en réalisant des nodules bénignes. Ils peuvent être intramuraux, sous-séreux ou subuqueux. Et selon la localisation, ça va être donc plus dangereux, plus difficile pour obtenir une grossesse. Aussi, la croissance dépend des hormones, surtout des œstrogènes. Le même aussi pour l'endométriose. Donc, ces deux conditions, avec la ménopause, seront donc
solutionner. L'endométriose affecte 10-15% des patients en âge de procréer. La cause n'a pas été donc scientifique prouvée. Il s'agit normalement de conditions génétiques, immunologiques et endocriniennes. Et l'impact, ça dépend aussi des hormones sur les cycles menstruels. C'est la raison par laquelle il y a un type de stratégie de faire un traitement en continu de progestérone sans estrogène pour essayer à que l'endométriose progresse pas assez vite. Les fibromes, c'est une condition que normalement on peut aussi influer encore plus que l'endométriose. Et l'origine exacte, c'est inconnu, c'est un type de tumeur, mais normalement, facteurs génétiques, hormonaux peut donc être impliqué. Et aussi la croissance dépend aussi des œstrogènes et la progestérone. Donc, dès que nous avons la ménopause, il va donc avoir une absorption de ces fibromes et voilà, presque seront disparus. Comment détecter l'endométriose? On va voir donc des symptômes possibles comme forte douleur de règles, saignement menstruel très abondant, très irrégulier, douleur très forte pendant les rapports sexuels et aussi changement ou douleur pendant donc moment d'aller aux toilettes, donc rythme du côlon. Et jusqu'à 50% de patients auront donc aucun symptôme et ça va être plus difficile d'étudier. Les fibromes, la plupart sont découverts par échographie lors d'un contrôle gynécologique standard. Parfois sont asymptomatiques, mais aussi ils peuvent provoquer saignement abondant, douleur pelvienne et aussi affectation de la vie urinaire, infertilité, donc en fonction toujours de la taille et de la localisation. L'endométriose, on fera une échographie pour bien étudier les kystes. On appelle des kystes endométriosiques ou des kystes chocolat parce que voilà, c'est donc les saignements chaque cycle. Et donc, les diagnostics idéaux 100%, c'est la laparoscopie, mais c'est pas obligatoire et nécessaire de faire cette test invasif, cette chirurgie pour arriver au diagnostic. Il y a souvent pas mal d'années qu'on doit donc faire avant d'arriver au diagnostic d'une endométriose. Parce que il peut commencer une endométriose légère, mais avec quelques implants, mais jusqu'à qu'on arrive à pouvoir voir par échographie, ça peut donc tarder. L'endométriose, comment ça peut affecter la fertilité? Donc, jusqu'à 50% de problèmes à la fertilité. Il peut avoir un blocage dans les trompes. Donc, ça peut affecter les mouvements naturels des trompes et qu'alors la fécondation naturelle n'arrive pas. Il peut aussi affecter la quantité et la qualité des ovaires, des ovules. Et donc, ça peut affecter à la réserve ovarienne. Il peut aussi avoir un impact sur le cycle menstruel, donc avoir un impact sur la probabilité d'ovulation. Et ça peut aussi jouer sur l'environnement immunitaire et l'implantation de l'embryon. Donc, il y a des patients avec l'endométriose, pas juste côté qualité des ovules, qualité des embryons, mais aussi problème au niveau utérus. Les fibromes, jusqu'à 30% de patients avec fibromes auront de problèmes. Donc, c'est assez fréquent d'avoir des fibromes, mais que ça nous impacte pas sur la probabilité de tomber enceinte, sur la probabilité d'avoir une grossesse évolutive. Mais par contre, il y a quelques fibromes qui peuvent déformer la cavité ou qui peuvent affecter, altérer la capacité d'implanter l'embryon. Aussi, ça peut nous donner des compressions au niveau de trompe et que alors une obstruction mécanique fait qu'il n'y a pas donc possibilité d'une fécondation naturelle.
il peut aussi réaliser donc inflammation et perturber l'environnement de l'utérus. Et voilà, toujours un possible impact au niveau immunitaire et réceptivité. Alors, les options de traitement sont donc différentes. Au niveau traditionnel, c'était plutôt la chirurgie. Mais par contre, on parle en plus de traitement médical sans devoir se faire opérer. Et aussi avoir en parallèle la discussion de comment améliorer notre fertilité. Alors, la chirurgie ou la conservatrice, donc l'ablation chirurgicale de l'endométriose peut améliorer les symptômes, mais aussi ça peut détériorer la réserve ovarienne, la quantité de follicules avec lesquels on peut travailler. En fonction de la sévérité, chaque cas sera traité individuellement. Mais une patiente avec endométriose, avec désir d'enfant, idéalement, c'est pas se faire opérer, c'est faire un fil. Et si jamais les symptômes sont très forts ou si l'endométriose est hyper sévère, que les follicules sont pas accessibles, alors oui, discuter par rapport à une chirurgie. Par rapport aux médicaments, il y a différentes stratégies, mais il y a des traitements pour les douleurs et il y a des traitements pour supprimer la fonction ovarienne avec des hormones, soit progestérone en continu, la pilule en continu, ou soit les traitements hormonaux de blocage comme les décapeptiles pour induire une ménopause. Avec ça, il n'y aura pas de règles. Il y a différentes options en matière de fertilité. Donc, on commence avec l'insémination, que ça, c'est recommandé pour patients avec une endométriose légère avec un âge jeune. Par contre, la plupart des patients endométriose auront besoin de faire une FIV ou une ICSI pour améliorer la capacité de créer des embryons forts. Et les dons de boule, c'est toujours une option pour les patients avec réserve ovarienne très, très réduite. Et ça peut nous donner de bons résultats que comme les patients sans endométriose, parce que s'il n'y a pas une affectation de l'utérus et on travaille avec des ovules d'une femme jeune, il n'y aura pas l'impact négatif de l'endométriose. Il y a aussi un impact sur l'endomètre, c'est pas juste l'impact au niveau qualité des ovules, au niveau qualité embryonnaire, c'est aussi les facteurs limitants de la implantation, parce que ça peut jouer avec une inflammation chronique que l'environnement de l'utérus soit moins capable de faire possible l'implantation. Il y a aussi un pourcentage de patients affectés d'endométriose qui ont donc une altération au niveau microbiote de la muqueuse endométriale plus forte. Il y a aussi une possible altération au niveau récepteur du progestérone et c'est la raison par laquelle des patients affectés d'endométriose adénomiose, normalement, on va essayer à donner une quantité de progestérone encore plus élevée et il y aura une 30% de patients avec une fenêtre d'implantation altérée. Pour tout ça, on peut faire les tests génétiques et les tests de microbiologie de l'endomètre. C'est la biopsie Time et Meta. Et ça, c'est donc pour nous informer sur la fenêtre d'implantation, le Time, en déterminant exactement le stade de l'endomètre, si c'est pré-réceptif, réceptif ou post-réceptif, et adapter le maximum possible les moments pour faire les transferts embryonnaires et maximiser l'implantation. Si la fenêtre est décalée, il y aura donc 25-30% de patients avec ça. Alors, on devra personnaliser les transferts. Et ces tests, c'est indiqué sur patients avec des causes inconnues ou des échecs d'implantation
ou des patients, par exemple, qu'avec une grande difficulté d'obtenir des embryons, nous arrivons à voir qu'un seul embryon pour implanter. Le test méta, c'est une biopsie de l'anomètre aussi, et c'est recommandé aussi pour patients qui souffrent d'infertilité inconnue, mais aussi avec fausse couche à répétition, échec implantatoire, histoire d'épisodes de vaginose. Alors, avec le test méta, on pourra voir s'il y a ou non des agents pathogènes. En cas d'altération, l'équipe médicale vous prescrira traitement antibiotique et traitement probiotique pour améliorer la possibilité d'implanter sur le mois d'après. Pendant la grossesse, si on parle d'endométriose, il n'y a pas de preuve de risque plus élevé pendant la grossesse. Les symptômes disparaissent généralement pendant la grossesse et l'allaitement. C'est la raison par laquelle on conseille de forcer l'allaitement. Il n'y aura pas donc des ovulations et donc les douleurs et la possibilité de récidive sera inférieure. Et voilà, ça sera quelque chose qu'on devra toujours monitoriser après la grossesse. Alors, comme conclusion, on peut dire que l'endométriose et les fibromes sont deux pathologies très fréquentes sur la population générale et que c'est pas 100%, mais que ça peut compromettre la fertilité féminine en fonction de la sévérité, de la localisation, etc. Il y a pour les fibromes et l'endométriose option de faire traitement chirurgical, mais que chaque fois, on parle plus de traitement conservatrice. L'endométriose peut nous donner un blocage de trompe, de faibles réserves ovariennes, des difficultés pour l'implantation et pour la réceptivité. Et si vous souhaitez avoir des enfants et vous souffrez d'endométriose sévère, normalement la FIV-ICSI, c'est la technique qui vous donnera beaucoup plus d'espoir. Donc, c'est recommandable de passer directement pour un ICSI, pour un FIV et pas pour une insémination. Et les dons de vol, c'est une possible option en cas de ménopause précoce ou faible réserve ovarienne, avec le même taux de grossesse que dans les patients affectés d'endométriose, sans avoir l'affectation d'endométriose. Alors, on vous remercie toute l'équipe de votre attention et maintenant, je serai prête pour répondre à toutes vos questions et commenter vos doutes. Merci beaucoup, docteur. C'était très intéressant, très complet. Je pense qu'il y a pas mal de questions, donc je vais les lire au fur et à mesure. Alors, je vais commencer par la dernière et je vais remonter, ça sera plus facile. Comment et où pourrait-on faire les tests pour la fenêtre d'implantation? Alors, j'ai des patients qui les font donc en France avec ses gynécologues. On envoie une kit à la maison. Prélever l'endomètre, le mettre sur ces kits et l'envoyer à notre laboratoire. Ou sinon, c'est aussi réalisable chez nous, venir aller-retour le même jour et on peut le faire à notre clinique. Alors, c'est une biopsie que c'est pas nécessaire de le faire sous sédation, c'est-à-dire il y a des patients qui souffrent pas mal de douleurs dans ce type de biopsie, alors on peut le faire sous sédation, mais sinon c'est recommandable de venir avec la vessie pleine comme le moment de transfert, avec un ibuprofène, une paracétamol 30 minutes à l'avance. Et si on fait le time, la fenêtre, on doit reproduire le même stratégie de protocole que si on doit faire un transfert endométrial pour nous rassurer que la fenêtre, c'est la bonne fenêtre. D'accord, donc en fait, on fait le même cycle que si on faisait une fécondation in vitro. Tout à fait. Sauf que à quel moment du cycle est-ce que vous faites le prélèvement? Alors, ça dépend, mais normalement, c'est J18.
Donc, c'est les mêmes médicaments que par rapport à transfert embryonnaire. Pas la FIV, pas toutes les injections, c'est plutôt le transfert de l'embryon, la préparation endométriale. Ok, on fait à J18 au moment où on ferait le transfert, si jamais c'était un cycle avec transfert. Ok. Que pensez-vous de la radiofréquence, nouveau traitement de fibrome? Alors, ça, c'est un très bon donc, traitement aussi individualisé à chaque cas, c'est-à-dire c'est pas pour tous les fibromes, ça dépend de la localisation, ça dépend aussi voilà, de la taille, mais nous avons quelques patients qui, avant de s'orienter vers une chirurgie complexe avec un risque de perdre l'utérus, ça peut se faire et voilà, il y a pas mal de bons résultats avec la radiofréquence. Donc, ça commence à se faire, comme je dis, pas pour tous les fibromes, pas pour toutes les tailles, mais voilà, il y a pas mal de fibromes qu'on peut traiter par radiofréquence. D'accord. Et ça, c'est un traitement qui est disponible un peu partout ou est-ce que c'est pareil, il faut plutôt venir le faire chez vous ou comment ça Alors, se... ça dépend des spécialistes. Chez nous, c'est faisable, bien sûr. Et donc, c'est sous sédation. Mais voilà, la récupération, c'est hyper vite. Ça n'a rien à voir avec une chirurgie d'une fibrome. Donc, c'est extraordinaire. D'accord. Et c'est en une seule fois? Exactement. Alors, il y a des patients que pour la taille, etc. Mais normalement, c'est juste une fois. Et ça commence à avoir des effets après 4-6 mois de réduction. Ah oui, 4 à 6 mois, donc il faut attendre. Exactement. Ok. Il faut attendre que cette chaleur qu'on a donnée avec la radiofréquence fait donc absorber, détruire les cellules de fibrome. D'accord. C'est Et pas en cas de chirurgie et d'ablation des fibromes, c'est combien de temps d'attente pour pouvoir faire un traitement de FIV, par exemple? Ça dépend toujours de les types de chirurgie. Donc, il y a chirurgie d'hystéroscopie, chirurgie par laparoscopie, chirurgie par laparotomie, et celles qui sont par laparotomie ou laparoscopie, qui doit donc tout ouvrir l'utérus et jusque la cavité. Alors, ce sont les plus complexes et c'est minimum 6 mois d'attente après la chirurgie. Ouais, le temps que ça cicatrise bien. Exactement. Ok, d'accord. Alors, il y a 2 questions qui se recoupent, donc je vais les poser en même temps. Mais après une FIV, une fois que l'embryon est implanté, est-ce que le pourcentage de fausses couches est supérieur chez les femmes présentant une endométriose profonde? Et la deuxième question, c'est après la FIV avec don d'ovocytes, est-ce qu'il y a des risques aussi avec l'endométriose? Elles se Alors, les rejoignent un peu. couche va dépendre de la génétique de l'embryon. Donc, a priori, l'endométriose ne va pas changer la génétique de l'embryon, mais voilà, normalement, la qualité embryonnaire va être inférieure. Donc, il pourrait avoir moins chance d'implanter et moins probabilité donc d'accroche avec patient d'endométriose, surtout si on ne sait pas le diagnostic préimplantatoire. Mais si nous avons le même embryon avec une bonne génétique sur une patiente affectée d'endométriose profonde avec adénomyose, probablement la taux de fausse couche va être supérieur que par rapport à une patiente sans endométriose profonde et sans adénomyose. Donc, au moment de transfert, c'est très important échanger par rapport à quel protocole de transfert endométrial pour ça, réduire les fausses couches, maximiser l'implantation. Alors, patient endométriose profonde, adénomyose, normalement, j'oriente à faire les blocages. Aussi utiliser les létrozoles, c'est une inhibiteur des estrogènes pour améliorer les résultats dans ce type de patient. Ok, d'accord. Et donc, en cas de don d'ovocytes, est-ce qu'il y a un risque accru aussi de fausse couche? Si c'est une endométriose, non. Mais si c'est une endométriose très sévère, profonde, adénomyose, alors oui, parce que ça, c'est pas juste l'affectation au niveau ovule, mais aussi au niveau utérus. Et les mêmes, je recommanderais faire les blocages. Ouais. Est-ce que vous pouvez juste brièvement expliquer ce que c'est que l'adénomiose par rapport à l'endométriose? Alors, l'adénomiose, c'est un subtype d'endométriose.
parce que endométriose vient de la parole endomètre et ose que signifie à l'extérieur. Mais quand l'endométriose, c'est dans la paroi de l'utérus, la paroi de l'utérus s'appelle myome, alors c'est adénomyose. Alors l'adénomyose, ce sont de kystes et des glandules qui sont donc erratiques dans la paroi de l'utérus, dans le myome. Donc sur les parois, c'est plus fréquemment que nous avons des fibromes, mais il y a aussi des patients affectés d'adénomyose, d'endométriose à la paroi, et que ça peut aussi influer sur la capacité d'implanter. D'accord, ok. Et est-ce qu'il y a un lien entre endométriose et fibrome? Non. Non, il n'y a pas de lien. Okay. Il n'y a pas de relation entre endométriose et fibrome. Il peut y avoir endométriose et adénomyose. C'est la raison par laquelle c'est beaucoup plus facile de diagnostiquer l'endométriose. Mais par contre, l'adénomyose, c'est un peu plus difficile parce que c'est pas évident le diagnostic au niveau utérus. Et je parle toujours avec mes patients d'endométriose que c'est très nécessaire avec une écho 3D ou un IRM, surtout avec ce type d'image, faire l'exclusion d'adénomyose pour après s'orienter vers le protocole de transfert. Ok. Ok. Il y a quelqu'un qui demande quel est le nom de votre clinique et, si vous êtes, et dans quel pays vous êtes basé. Alors, notre clinique s'appelle Tambray. Et donc, nous avons donc la localisation à Madrid. Donc, je travaille à cette clinique pour plus de 12 ans. Et voilà, on sera ravis de vous connaître par vidéo ou présentiel. Je mets juste 2 secondes ici. Donc, c'est la clinique Tambray. Et donc, il y a le mail ici de contact si jamais vous voulez écrire. Donc, c'est contactfr@clinicatambray.com. Ok, je reviens. Est-ce qu'il faut traiter l'endométriose avant une première FIV? Alors, il faut toujours donc savoir s'il y a endométriose, s'il y a fibrome, s'il y a adénomyose. Si la question c'est si c'est nécessaire de se faire opérer, pas du tout. Donc, l'idéal du côté reproduction, c'est pas se faire opérer. Ça, c'est notre objectif. Mais bien sûr, après, si les douleurs, c'est énorme, si les kystes a grandi très rapidement, ou si jamais les ovaires sont pas accessibles à la ponction, alors oui. Mais sinon, pourquoi est-ce que les experts en PMA, on préfère pas se faire opérer à nos patients? C'est parce que même si la chirurgie, c'est pas invasive avec donc laparoscopie, il va avoir toujours des follicules qui seront détruits avec donc les techniques de la chirurgie. Et donc ça va nous faire perdre des chances de récupération de boule et la probabilité accumulée. Ok, c'est très clair. Autre question, quelle solution pour améliorer l'implantation en cas d'adénomyose? Surtout, c'est les blocages de vos règles, soit progestérone en continu, mais normalement, on s'oriente par rapport à les meilleures évidences scientifiques, blocage des capeptiles 2 ou 3 mois, et les létrozole, les traitements que je viens de vous dire, qui nous donnent donc une diminution d'estradiol. Ok, donc c'est 3 mois avant, en fait, le traitement. 3 mois avant un début de stimulation. Voilà, minimum 2 ou 3 mois avant un transfert embryonnaire. D'accord, ok. Le décapeptile, ça a des effets secondaires assez importants, non? Voilà, c'est une induction d'une ménopause. Donc, nous aurons des effets comme chaleur, difficulté pour dormir, changement émotionnel. Donc, voilà, mes patients affectés d'endométriose sévère avec des règles très abondantes, très douloureuses, sont ravis de le faire, de l'avoir. Mais par contre, les effets sont pas sympas parce qu'il y a donc des effets type ménopause. Oui, les mêmes symptômes que la ménopause. Ok. Alors, est-ce que je peux venir faire la FIV au mois de juin avec don d'ovocytes et ICSI? Oui, normalement, donc c'est, voilà,
3 mois, 2 mois d'attente pour sélectionner une donneuse. Mais après, nous avons toujours nos propres banques de boules. Donc, c'est possible avec un timing donc, moins long de pouvoir faire une donne de boule si jamais nous avons des ovules de votre caractéristique physique. Vous voulez dire des ovules congelés, vitrifiés à la clinique et disponibles immédiatement, c'est ça? Exactement, d'une donneuse. Ok. D'accord, dans ces cas-là, effectivement, c'est quasiment immédiat. En fait, il faut préparer l'endomètre pour le transfert et puis faire la fécondation, c'est quasiment immédiat. Enfin, quasiment immédiat, c'est très rapide. Tout à fait. Okay. Mais donc, pour pouvoir faire ça dans un délai très court d'1 mois, il faut avoir des ovocytes congelés. Tout à fait. Ok. Et quels sont les taux de réussite, demande cette même personne? Alors, les taux de réussite de don de boule, c'est environ 60-70%. Donc, si par contre nous avons une adénomyose forte, voilà, peut-être la probabilité va diminuer à 52%. Mais voilà, si on fait pas mal de traitements pour bloquer les règles, etc., la probabilité moyenne, c'est 62%. Par transfert? Par transfert, exactement. Là, c'est important parce que par transfert d'embryon, et souvent on a quand même plus qu'un embryon, donc en cumulé, c'est plus que ça. Ok. Alors, une personne qui dit qu'elle est au Sénégal, quelle est la procédure à faire pour la procédure du visa? Peut-être ça, ce sera plus... Une personne qui est au Sénégal et qui demande la procédure pour obtenir un visa. D'accord. Donc, la procédure, c'est voilà, avoir avec notre assistant les protocoles, les timings organisés. Et donc, notre assistant, la coordinatrice, va l'aider pour demander à l'ambassade le visa. Ok, d'accord. Donc, en fait, il faut donc la première chose à faire, c'est de contacter la clinique au mail que je vous ai montré tout à l'heure. Après, organiser les visites et après, avec nos assistants, organiser les visas. D'accord, ok. Quelle chance et quel délai pour les couples noirs pour un don d'ovocytes non congelés? Donc, disons, chez nous, nous donnons les garanties, même avec ovule frais ou ovule congelé le même, que c'est blastocyste d'excellente qualité, lettre A ou lettre V. Donc, ça, c'est la garantie. Et voilà, c'est beaucoup plus difficile d'avoir une donneuse en frais. Et donc, on travaille avec le même résultat, avec ovule frais que congelé. Et aussi, ça dépend de la génétique, parce que nous avons donc plus de risques génétiques entre donneuses africaines et patients africaines. Donc, il y a pas mal de donneuses africaines qui sont porteuses de quelques maladies rares, que pour elles-mêmes, c'est pas jamais un souci, mais qu'on doit bien tester génétiquement avec le monsieur. Donc, normalement, on s'oriente vers un cycle de ovule congelé parce que c'est pas un souci. Et l'attente, normalement, c'est 2-3 mois, si la génétique, c'est compatible. D'accord, donc c'est recommandé de faire le matching génétique entre soit le donneur de sperme, soit le conjoint et la donneuse. Drépanocytose, parce que la probabilité, c'est assez forte. D'accord. Et pour pouvoir obtenir une donneuse d'ovocytes de ce phénotype, c'est 2 à 3 mois d'attente. Tout à fait. Ok, d'accord. Mais c'est possible. Ok, d'accord. Autre question, est-ce que vous faites le rajeunissement ovarien PRP au sein de votre clinique? Et si oui, jusqu'à quel âge? Alors, on peut le faire. Aujourd'hui, c'était pas donc inclus sur la présentation parce que avec endométriose, c'est pas faisable. Avec les fibromes, c'est aussi compliqué parce que ça peut donc altérer l'anatomie. Et alors, on peut le faire, mais jusqu'à l'âge de 40 ans, parce qu'après, s'il y a une altération au niveau réserve ovarienne qualité à partir de 40 ans, c'est pour un truc physiologique. Et le PRP n'aura pas donc de chance d'améliorer la réponse. D'accord. Ok, donc il faut que ça soit fait avant 40 ans. Exactement.
Et avant 40 ans, l'effet que ça a, c'est une meilleure qualité ovocytaire? Il n'y a pas une évidence scientifique forte. L'impact, c'est principalement pour pouvoir obtenir un nombre de follicules plus élevé. C'est pas une amélioration de la qualité, c'est surtout donc plus ovules. Ok, d'accord. Donc il y a un commentaire par rapport. Ok. Ok. Bon, ça c'était pas une question. Quelqu'un qui dit qu'elle parlait d'une autre clinique, mais que vous l'avez convaincue. Ah. Ok. Je continue, je regarde, je voudrais être sûre de rien oublier. C'est bien sûr. Caméra du cycle, la radiofréquence, on a fait. Ok. Ah oui, alors il y en a d'autres. Est-ce que les fibromes, une fois enlevés, peuvent revenir? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a certaines femmes qui ont une propension à avoir des fibromes de la même manière que quand on a de l'endométriose, ça revient en général après le traitement? Alors normalement, si on a fait une chirurgie concrète pour un fibrome, c'est plutôt qu'il y a donc une tendance de faire des autres fibromes. Mais si on enlève complètement un fibrome, c'est après différent si on fait par hystéroscopie juste par un morceau de fibrome traité, alors ça peut donc encore affecter encore une fois. Mais si on fait une chirurgie totale, a priori, ça ne devra pas donc revenir. Mais par contre, si on fait un traitement pas total, alors ça peut continuer à grandir et nous donner de problèmes au futur. D'accord. Mais c'est pas qu'on a une tendance à faire des fibromes. Ça, c'est pas la raison pour laquelle ça revient. Voilà. Ok. Est-ce que vous avez des recommandations au niveau du style de vie pour les femmes qui souffrent d'endométriose? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire de manière naturelle, autant pour soulager les symptômes que pour améliorer la fertilité? Exactement. Il y a pas mal de diètes anti-inflammatoires et riches en antioxydants pour essayer d'améliorer donc tout l'environnement avec toutes les molécules que l'endométriose produisent. Il y a aussi, par exemple, une tendance de parler peut-être la diète sans gluten pourrait aussi améliorer les symptômes d'adénomiose. Donc, il y a pas mal de stratégies à faire d'une manière naturelle. D'accord. Et ça serait essentiellement au niveau de l'alimentation, non? Éviter tout ce qui est inflammatoire et privilégier les antioxydants. Exactement. Ok. Et c'est tout. C'est surtout l'alimentation. C'est surtout l'alimentation, la diète, complément, disons, supplément vitaminique, c'est pour améliorer les conditions et l'anti-inflammation. Ok, d'accord. Et quand une femme n'a pas de désir de maternité immédiat, c'est une pilule anticonceptive, contraceptive, pardon, c'est efficace. Il y a une pilule contraceptive en continu que c'est la progestérone. Okay. Et que ça nous donne aussi donc, de bons résultats pour éviter la progression de l'endométriose. Ok, d'accord. Alors, je vais revérifier dès le début, mais je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc, n'hésitez pas, si vous en avez une dernière de questions pendant que je regarde. Surtout, n'hésitez pas à l'envoyer. Ça, on a posé, ça aussi. Ok. Alors, oui. Quel type de complément vitaminique pour améliorer l'adénomiose? Alors, les compléments vitaminiques seront donc mélatonine, coenzyme Q10, donc tous les antioxydants pour révertir l'inflammation, pour révertir l'adénomiose et donc améliorer donc notre cellule d'une manière antioxydant, éviter les stress oxydatifs qui libèrent l'endométriose. Ok. Avez-vous une pilule en continu à conseiller?
Oui, c'est la progestérone en continu. Normalement, en France, je pense que ça s'appelle l'Optimisette. Ouais. Optimisette? Oui, Optimisette, je pense que ça s'appelle. Exactement. Mais il y a beaucoup, il y a pas mal de marque. brands, exactement, de marques. Et voilà, c'est la pilule en continu en progestérone. Ok. Optimisette, c'est un de plus fréquentes. Ok. Eh bien, je crois que c'est tout. Dernière opportunité pour poser votre question. Et sinon, si jamais il y a des questions qui arrivent après, ça arrive, hein, n'hésitez pas donc à écrire directement à la clinique, au mail que je vous ai montré tout à l'heure, ou à nous écrire à nous et on fera passer à la clinique. Et n'hésitez pas donc à prendre rendez-vous voilà, pour un diagnostic un peu plus concret. Exactement. Alors, il y a une dernière question qui est arrivée entre-temps. J'ai entendu parler alors je ne sais pas le prononcer, Savis, S-A-W-I-S. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous pouvez épeler? S-A-W-I-S. Service traitement. Oui, ça c'est donc hyper similaire à l'Optimisette. C'est donc une autre pilule en continu du progestérone. Donc voilà, c'est toujours le même. Donc voilà, Bizane, Sawis, exactement. Ok, donc ça c'est bon. Ok. Ok. Merci, docteur Garcia, pour toutes ces explications. C'était très clair. Est-ce que vous avez un petit mot de la fin? Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ou un message à passer? Non, voilà, expliquer que pas mal de nos patients sont affectés de fibromes, d'endométriose. Donc, ce n'est pas juste les contextes de notre société de l'infertilité pour la question d'âge. Donc, il y a bien sûr un pourcentage de patients qui souffrent d'infertilité pour ça. Et voilà, en tout cas, donc, je voudrais toujours dire qu'il y a des espoirs et des options pour y arriver. Oui, il y a des solutions. Ouais. Ok. Merci beaucoup pour ce message d'espoir final et merci pour les explications. Et du coup, je vous souhaite à tous et merci à tous les participants et à toutes les participantes et bonne chance surtout à vous. Merci beaucoup. Un grand plaisir. Et à bientôt. Merci, docteur. Merci beaucoup. Bon courage. Merci. Au revoir.